Bonjour à tous, si vous arrivez ici par hasard, je suis Karine Carville, auteure hybride mais pas mutante pour autant. Ici je partage mon expérience de l'écriture de façon professionnelle mais sans me prendre au sérieux. Astuces d'écriture, humour d'écrivain, attention parfois ça pique un peu. Bonne humeur et défi déjanté, si cette chaîne est encore petite on s'y amuse bien. Pour les habitués, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, bisous bye. Ouais je sais, au début ça surprend. Je t'ai en visu, c'est magnifique quand tout se passe bien comme ça. On adore. J'adore. Bonsoir Eva. Salut! Alors voici les amis Eva Kim, peut-être une jeune autrice, sa tête vous dit quelque chose, peut-être que vous l'avez déjà croisée, ma foi, certainement sur TikTok, à vue de nez, peut-être sur Instagram aussi, parce que j'ai vu que tu avais un compte Instagram. Moi Ouais, très depuis pas clairement, longtemps. c'est sur TikTok que je t'ai croisée. On s'y attendait pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Louise qui dit Eva, je la suis depuis super longtemps, je suis émue. Ah, ça me fait super plaisir de pouvoir, faire des petits rapprochements comme ça entre lecteur et auteur. Moi, j'adore ça. Eva, bienvenue par ici. J'ai choisi de te contacter parce que ça fait un petit moment que je te suis sur TikTok. Et puis, tu as un parcours d'autrice quand même assez particulier, un petit peu atypique. Alors, comme beaucoup de parcours, on va me répondre d'accord. Oui, Mais c'est vrai. l'avantage, c'est que le tien, tu le partages avec ta communauté et on se régale généralement sur TikTok. Donc, j'avais très envie que tu nous racontes ce soir un petit peu ton aventure. Et ma première question, ça va surtout être, t'es sur TikTok, mais depuis quand? Et est-ce que t'es sur d'autres réseaux? Et sur quel réseau tu es le plus finalement et pourquoi? Alors, moi, j'ai commencé au tout début des réseaux sociaux quand c'était Skyrock, etc. Parce que j'écrivais là-dessus. C'est des petites fanfictions et tout. Et ensuite, j'ai été sur le réseau Wattpad. Mais je me suis vraiment lancée sur les réseaux sociaux il y a 2-3 ans, peut-être, TikTok. De base, c'était pas très ambitieux et ça a explosé un petit peu, tu vois. TikTok, ça a été un peu ce phénomène-là, moi aussi, où j'ai pas compris comment ça a explosé aussi pour moi. J'ai pas compris non plus. Hein. Ouais, après moi je pense que je suis arrivée au moment où BookTok explosait en fait. Oui. Qui fait que du coup il y avait un pont entre moi, ce que moi je faisais et ce que tu trouvais sur BookTok. Et en même temps je faisais un truc qui se trouvait pas encore sur BookTok, donc j'ai explosé avec, tu vois, je pense. Ouais, très certainement, très certainement. Et alors, la particularité quand même, c'est que quand je t'ai connue, j'ai très vite compris que tu ne te filmais pas depuis la France, mais depuis la Corée. Et je me suis dit, mais que fait une jeune femme en Corée? Elle écrit toute la journée, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que tu es partie en Corée en fait? Alors en fait j'étais déjà partie en Corée du Sud pendant 6 mois pour un échange universitaire 2 ans auparavant. Et j'étais tombée mais amoureuse de ce pays-là. J'aimais déjà beaucoup avant la culture sud-coréenne, tu vois, je regardais des dramas coréens, j'écoutais de la musique, je goûtais la nourriture, etc. Je regardais des reportages. Et quand j'ai dû faire un échange universitaire, c'était un peu l'évidence. Tu vois, il fallait que je sache si la réalité me convenait. Et j'ai adoré. Mais après, j'avais la vie étudiante. Tu vois, tu fais la fête tout le temps. Tu es libre de ce que tu fais. C'est pas la vie professionnelle. Ce qui fait que quand j'ai terminé mes études, il y a 2 ans, je me suis dit, OK, maintenant, tu fais quoi? Parce que je m'étais donné 1 an d'année sabbatique, en gros, un peu classique. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment de repartir en Corée du Sud pour voir si t'aimerais y bosser, par exemple, tu vois, genre vivre là-bas comme une expatriée installée. Donc, je suis repartie. Et il s'avère qu'au final, j'ai commencé à gagner ma vie avec les réseaux un peu après être partie. Donc, la question professionnelle, elle se posait plus trop à ce moment-là parce que ça me permettait d'écrire 24 heures sur 24 sans trop me poser la question, tu vois. Et ça a commencé comme ça, en fait, mon voyage. Et du coup, qu'est-ce que tu as posté au départ sur TikTok? Qu'est-ce qui est venu naturellement au niveau de ton partage d'expérience en fait? Alors au début, j'avais ouvert TikTok simplement pour partager mon livre que je voulais publier en auto-édition. À l'époque, il n'était pas encore sorti. En fait, je me disais, je suis personne sur Internet et je me lance en auto-édition. Personne ne me connaît à part ma petite communauté Wattpad qui effectivement l'attendait, mais c'était pas une communauté énorme. Tu avais combien de Donc je me suis personnes qui te dit, suivaient sur Wattpad, tu sais? je pense que j'en avais 1000, mais pas investis, tu vois. Oui. C'était 1000 que j'avais gagnés en 4-5 ans, qui suivaient plus du tout ce que je faisais, tu vois. Il y avait vraiment genre une trentaine de lecteurs qui étaient tombés amoureux de mon roman et qui voulaient l'acheter, mais c'est tout, tu vois. Donc je me suis dit, ok, t'es personne. Et je voyais TikTok qui était en train de monter. Et pour moi, s'il fallait aller sur un réseau, c'était celui-là, quoi. C'est tout. Et après, c'est vrai que j'étais un peu là-dedans déjà, parce que j'ai fait des études de communication J'allais te demander. digitale, pour le coup. D'accord. Ouais. Donc je me suis dit, ok, il faut que j'aille là-bas. Et j'avais commencé juste à faire des petites vidéos. À l'époque, c'était le contenu très court qui marchait. Tu Hmm. vois, les trends et tout.
je commençais à faire ça en montrant des livres et tout. Et je me suis dit, ah ouais, ça m'intéresse pas en fait, de parler de livres que je lis et tout. Je sais qu'il y a des gens, ils s'éclatent à faire ça, moi ça m'intéressait pas trop. Du coup, j'ai commencé plus à me tourner vers l'humour, un peu de nostalgie de l'époque des fanfictions et tout machin. Et je pense que j'ai touché un petit truc Ouais. chez les anciennes adolescentes qui ont vécu la même époque que moi, tu vois, sur les fanfictions et tout. Et c'est là que ça a commencé à marcher. Et en fait, j'utilise un peu l'humour comme palier pour mon livre, tu vois. C'est-à-dire que je veux pas faire de la communication sur mon livre juste pour faire de la communication. Parce que En fait, c'est mon premier livre et quand tu es en auto-édition, t'as pas la légitimité de l'éditeur derrière toi. Ce qui fait que les gens, ils vont pas acheter ton livre juste parce que t'en as parlé. Ils vont... Moi, je pars du principe qu'ils vont l'acheter parce qu'ils m'apprécient. Voilà. Et ensuite, ils auront aimé mon livre. Ils vont se dire, ok, en fait, elle écrit bien. Donc le deuxième, je l'achèterai naturellement, tu vois. Mais j'avais pas cette légitimité-là au début. Donc fallait que je m'appuie sur autre chose pour le vendre. J'aime Et beaucoup, c'est là. j'aime beaucoup ton discours parce que c'est exactement le discours que je tiens à mes coachés. Alors tu sais que moi, en plus d'écrire, je soutiens aussi des auteurs qui sont en train d'écrire leurs livres, qui galèrent, etc. Et généralement, quand on en vient à maintenant l'édition, les réseaux sociaux, etc. Et je leur dis la même chose. Je leur dis en fait, c'est terrible à dire, mais c'est pas ton livre que tu vas vendre au départ, c'est toi. C'est-à-dire qu'il va falloir d'abord créer du lien avec les personnes qui vont croiser ta route et faire en sorte de rentrer en sympathie avec eux et faire en sorte qu'ils s'intéressent au bout d'un moment à ce que tu fais. Et à partir de ce moment-là, ils vont aller chercher ton livre parce qu'ils vont être curieux de voir ce que toi, qu'ils apprécient, a fait en fait. Et comme tu dis, C'est naturellement exactement derrière, ce ils que... iront prendre les autres. Ouais. En fait, c'est exactement ce que j'ai découvert Moi, je savais pas tout ça, tu vois, quand je me suis lancée, je tâtonnais un peu dans tous les sens, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, les gens aiment ce que je fais, et des fois, ils me posent des questions, ils s'intéressent sur ma vie et tout, machin. Et c'est à ce moment-là qu'ils se disent, oh, mais t'as écrit un livre. C'est ça. Et même des fois, il y avait des gens, ils me suivaient depuis 1 an, et je crois que c'était au bout de 6 mois, j'ai commencé à parler de Cupidon. Et il y a des gens qui me suivaient sur TikTok et qui en fait étaient des lecteurs de Cupidon sur Wattpad et qui n'avaient pas fait le lien. Et ça, c'était super drôle. Excellent. Ah, c'est C'était excellent. génial. J'adore, j'adore. Alors tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'intéressait, c'est-à-dire que quand tu as commencé sur TikTok, tu dis à l'époque, ce qui était mis en avant, c'était les formats courts, c'était les trends, etc. Aujourd'hui, c'est quoi TikTok pour toi? Quel format fonctionne? Pour moi, aujourd'hui, TikTok, c'est un mélange de tout ce qui a marché avant sur TikTok. Moi, quand je me suis lancée, c'était les trends très très courtes. Parce que tu avais encore l'ancienne rémunération qui engrangeait ce genre de contenu, etc. Mais c'était pas assez personnalisable au goût de la plateforme. C'est pour ça qu'après, ils ont lancé les formats plus longs pour apporter un peu plus de diversité, etc. Et en plus, après, tu as le nouveau fond créateur qui est apparu où il faut faire une vidéo de plus d'1 minute. Et là, ok, il y a l'argent, mais ça a aussi permis d'élargir un peu ce que tu pouvais trouver sur TikTok. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois, on me dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour marcher sur TikTok? Mais en fait, il faut juste que tu fasses que tu trouves ton truc qui va marcher. En fait, tu peux faire une vidéo qui est tellement originale, c'est un code et tout, elle va buzzer direct en fait. Ouais. Et tu peux faire une trend que tu as extrêmement bien ciblée avec de l'humour, elle va buzzer aussi. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce qui marche sur TikTok, c'est les gens qui sont leur propre niche en fait, tu vois. On va s'arrêter sur ta vidéo parce que c'est toi, parce qu'on t'a reconnu, parce qu'on sait ce que tu vas faire. Ouais. C'est plus trop... C'est devenu un peu fourre-tout finalement TikTok et du coup il faut trouver son propre style et Ouais, exactement. et voilà. Et moi j'en suis à me dire, tu vois, sur TikTok je partage plein de choses et je fais plein de trucs différents et j'y vais au feeling maintenant. C'est-à-dire qu'en fait je me dis j'ai envie de leur parler d'un truc, je leur parle d'un truc quoi. Voilà. Ouais, j'ai toujours marché au feeling et puis tu sais, des fois tu vois des petits trucs qui marchent, t'as envie d'essayer aussi et puis au final tu sens que ça te plaît pas trop. Ouais. Ça marche pas non plus parce que les gens ils le sentent derrière, tu vois. Complètement. Faut vraiment rester soi-même en fait et voilà. Alors n'empêche que au niveau contenu long, t'as fait quand même du contenu long sur TikTok et moi c'est comme ça que je t'ai croisé les premières fois parce que t'as fait un paquet de vlogs en fait par rapport à ton expérience en Corée. Pourquoi les vlogs? J'ai commencé les vlogs. C'est un moment, je crois, où je m'ennuyais un peu en Corée du Sud et tout, parce que les gens, ils commençaient à partir, etc. Et j'avais un peu... Enfin, l'écriture, c'est bien, mais c'est un peu monotone des fois, tu vois. Et du coup, j'avais envie de partager ça. Et en plus, les gens avaient remarqué que j'utilisais beaucoup de post-it.
dans ma façon de fonctionner. Et alors ça, mais ça les a rendus fous. Ils me disaient tout le temps, mais c'est quoi ces post-it? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et du coup, j'avais commencé à faire des petits vlogs où je disais, oh bah là, je prépare mon plan et tout, machin. Je crois même que j'avais fait un vlog juste avant de partir, parce que moi, je suis partie avec un projet de roman, en fait, de base. Et je me suis dit, toute l'année, je vais parler que de ce roman. Et du coup, juste avant de partir, j'avais fait une vidéo où je disais, ok, là, je prépare le plan de ma dark romance. Et j'avais montré un peu comment je faisais avec mes post-it et tout, nanana. Et en fait, ça s'est suivi comme ça pendant toute l'année en Corée. Et les gens adoraient. Je dois dire que moi, des fois, je me disais... Enfin, je comprenais pas trop pourquoi les gens adoraient, parce que je sais pas, j'écrivais, c'est tout, tu vois. Ouais. Et Alors moi, vu de l'autre côté, tu vois, de la caméra, donc vu de l'autre côté de l'écran, moi, ce que j'ai adoré, c'est que tu nous emmenais aussi dans des lieux. Alors certains étaient répétitifs parce que tu avais tes petits lieux de café, etc. Mais en fait, à chaque fois, finalement, la prise de vue n'était pas forcément la même. Et puis, du coup, j'avais l'impression de découvrir un peu la Corée. Tout en te suivant sur ton parcours d'écriture. Et c'est ça que j'ai trouvé vachement intelligent et intéressant parce que je me suis dit, en fait, cette autrice, elle arrive non seulement à partager sa passion de l'écriture, tout en apportant un truc en plus qui est, bah en fait, je suis pas à la maison en train d'écrire, les gens, c'est que je suis partie à des milliers de kilomètres de chez moi et je vais vous montrer un petit peu bah, là-bas qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, comment c'est à l'intérieur d'un petit café, et j'ai trouvé ça vachement sympa parce que du coup visuellement c'était super intéressant à regarder en fait. ouais, je comprends. Après, tu vois, même si j'y pensais pas, t'as un petit côté storytelling que les gens y recherchent Oui, sur TikTok. Tu vois. ouais, je pense. Le storytelling, de toute façon, c'est quelque chose qui fonctionne Ouais. en marketing, on le sait. Hein. Et je pense que sur TikTok, le vlog reprend un peu ce principe-là et c'est le côté assez sympathique aussi. Et puis, tu as eu tes vlogs et à un moment donné, tu es passé... alors, tu n'as jamais lâché l'écriture parce qu'on reviendra tout à l'heure sur le fait que tu as quand même un bel aboutissement sur cette année en Corée, finalement. Et tu as fini par nous parler de livres aussi. C'est-à-dire que tu as fait un petit peu ta chroniqueuse littéraire, mais sur des livres, on va dire, dont on a peu entendu parler sur les réseaux sociaux. Comment ça t'est venu cette idée et raconte-nous ce que c'est. Comment ça... En fait, je me rappelle plus vraiment du premier livre que j'ai lu sur lequel je suis tombée, mais je suis tombée sur à un moment, je sais qu'à un moment, je suis tombée sur une vidéo d'une Américaine qui parlait d'une histoire avec une romance érotique avec un oreiller. Ou une porte, je sais plus, c'est une des deux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et en fait, juste par curiosité, je me suis dit, mais je veux lire ça, je veux savoir le pourquoi du comment ça arrive, tu vois. Et en plus, la vidéo, elle avait buzzé et tout. Et quand je lisais les commentaires, je me suis rendu compte que c'était un truc hyper connu, tu vois, aux États-Unis, ce genre d'histoire. Du coup, j'ai été la lire et c'était tellement perché qu'il fallait que j'en fasse une vidéo pour raconter, tu vois. La vidéo, elle a explosé. Et je me suis dit, mais les gens veulent savoir ce qui s'écrit aux États-Unis, ce genre d'histoire bizarre et tout. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et c'est dingue parce que j'ai beau en lire encore et encore, je trouve toujours des choses plus tordues les unes que les autres. C'est infernal, c'est ça. Tu me disais par contre, toi, tu m'as appris un truc que je savais pas, c'est qu'a priori, il y a une niche vraiment littéraire officielle Amazon là-dessus en fait. C'est un vrai. Il y a des autrices et des auteurs qui ne vivent que de l'écriture de ce genre d'histoire parce qu'il y a une vraie cible énorme aux États-Unis. Enfin, je pense que c'est des gens, ils sont habitués, tu vois, ils sont très curieux dans ce que tu peux faire, tu vois, dans la créativité littéraire comme ça. Et tu as carrément une catégorie qui, en fait, de base sur Amazon KDP, c'est histoire à lire en moins d'une heure, tu vois, un truc comme ça. Mais en fait, le marché des romances what the fuck est tellement gros qu'ils ont pris d'assaut cette catégorie. Et en fait, tu cliques dessus, tu trouves que ça, tu vois. C'est fou. Alors, on te conseille visiblement d'aller chercher Ice Planet Barbarians. Alors, mais ça, je crois que ça va être... c'est édité ou ça va être édité en français, au moins en numérique. Il y a 30 tomes de ce truc. C'est quoi? Et moi, je débarque. alors, de ce que j'ai compris, ouais, non, j'ai pas été lire le résumé complet, mais de ce que j'ai compris, c'est l'histoire, une romance. Mais pour le coup, c'est un vrai truc construit, tu vois, en 30 tomes et tout, entre une femme et, en gros, une race alien qui doit se reproduire, trouver un nouveau moyen de reproduction, en gros. D'accord. Et, Localichose... mais alors ça a chose cartonné aux États-Unis. Hein. Ouais. Localichose précise un truc horrible, genre avec une araignée et tout, elle me dit. Et en fait, du coup, je veux plus savoir.
Ah mon Dieu. C'est l'histoire d'une planète d'aliens qui enlève des femmes humaines, ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et donc, ça arrive en France. On a toujours un temps de retard sur les States. Voilà, faut quand même le dire. Mais généralement, les trucs bizarres qui arrivent de leur côté finissent par arriver chez nous aussi. Hein. Bah, Ice Planet Barbarian, je crois que vraiment, c'est en train d'être édité. C'est dingue. Traduit, quoi, Ok, officiellement. bon. Eva, moi, je te propose un truc. C'est qu'on se monte une petite maison d'édition et qu'on écrive comme ça des trucs de la romance complètement délirante et qu'on se mette vite dans la niche avant qu'il y ait d'autres auteurs qui aient l'idée. Ah, on va devenir riche, c'est On va sûr. devenir tellement riches. Mais bon. Oh, c'est enfer. Nouveau créneau dans l'édition française. Mais attends, tu sais, on en rigole. Mais ça se trouve, dans 15 ans, on en reparlera et on se dira putain, elles sont toutes devenues millionnaires, les nanas qui ont fait ça, pourquoi on n'a pas fait Oh, ça? c'est sûr, c'est sûr. Comme l'époque quand tu t'es pas lancé assez tôt sur YouTube et que tu regrettes 10 ans plus tard. Ouais. Comme à l'époque où mon fils de 13 ans me disait maman, faut acheter du bitcoins. Et que je lui ai dit Exactement. oh, je sais pas, j'y crois pas trop. Mais tu sais que dans mes commentaires, il y a des gens, des fois, ils me disent ah, tu m'as trop inspiré et tout, je veux écrire une romance avec un placard et tout. Oh putain. Je vais voir, mais il y a des gens qui ont vraiment écrit du coup. Oh la vache. Mais bon. Non mais bref. Ah oui, J'ai lancé une mode terrible. Même elle dit si on écrit un truc pareil, on le fait sous pseudonyme. Ah ouais. Moi pareil, j'assume pas avec avec mon nom d'auteur classique. D'ailleurs, les auteurs américains, ils mettent des pseudonymes trop drôles des fois. Donc on a parlé un petit peu de tout ce que tu faisais sur TikTok. Est-ce que tu fais à peu près la même chose sur les autres réseaux? Quel autre réseau déjà sur quoi tu es? Je crois que j'ai vu sur Instagram. Est-ce que tu as d'autres réseaux? Et est-ce que tu as à peu près les mêmes contenus ou est-ce que tu différencies vachement tes contenus d'un réseau à l'autre? Alors, quand j'ai Instagram, TikTok et Thread, que j'ai ouvert il y a 3 jours, Ouais, j'essaie de pas faire la même chose. J'ai un peu testé, tu vois, de reposter des vidéos TikTok en Reels. oui, Ça, j'ai fait des millions de vues, j'ai pas compris. Mais au final, bon, je sais pas, ça m'intéresse pas trop de faire le même contenu sur l'un et sur l'autre, ouais, même si c'est pas le même public et tout. En fait, moi, sur la question créative, ça me booste pas trop, tu vois. je comprends. Donc, sur Instagram, je parle plutôt de mon quotidien. Genre là, tu vois, je suis retournée chez mes parents, mais je continue d'écrire et tout, donc je montre un peu ce que je fais, tout ça, comment Cupidon se vend, les avis et tout, machin. TikTok, je continue les avis what the fuck, j'essaie de lancer de nouveaux trucs et tout. Et Thread, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, je viens à peine d'ouvrir. Ouais, alors moi, C'est un peu, je comprends pas, enfin, je sais pas si c'est un deuxième Twitter Hmm, ou pas. moi j'ai l'impression. En fait, moi, Ah, j'ai un compte Twitter dont je me sers pas. Et en fait, juste quand je crois que je mets un article de blog, juste il rebondit sur Twitter. Mais en fait, vu que je l'ouvre jamais, s'il y a des gens qui écrivent sur Twitter, ne m'écrivez pas sur Twitter, je n'ouvre jamais cette application. Donc j'ai juste l'article de blog qui dit tiens, elle a écrit un article sur son blog. Mais derrière, je sais pas. J'ai peut-être des milliers de commentaires de haters, j'en sais absolument rien. Mais bon, ah bah sur Twitter en plus. bah sur Twitter, voilà. Il y a moyen? Il y a moyen. Et en fait, moi, Thread, je l'ai ouvert il y a peut-être deux mois de ça, vraiment au tout début quand il s'est lancé, 2-3 mois. Et très vite, alors bon, ok, t'essayes de cibler un peu pour avoir un feed qui t'intéresse en lecture, écriture, etc. Et en fait, très vite, j'ai retrouvé un peu du Twitter dedans, avec des gens pas forcément agréables, avec des polémiques où je voyais pas l'intérêt. Et donc, oui, maintenant c'est fermé, pareil, j'y vais pas. Enfin, Après, côté BookTok, enfin, du coup, tu vois, je fais défiler un peu pour voir. J'ai l'impression que c'est les dramas BookTok qui viennent un peu en discussion sur Thread après. ouais. Ouais, tu vois, Loulet, elle dit c'est Dramaland 2 en fait. Ouais, alors, je me suis rendu compte de ça. Du coup, je sais pas quoi en faire. Est-ce que je peux mettre à jour ma file comme sur Twitter à force de liker? Bah, c'est possible. Normalement, les réseaux sont faits pour ça, hein, pour qu'à force de liker ou de rejeter, on arrive à avoir un fil d'actualité à peu près potable. Mais franchement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de drama et bah, du coup, ça m'a pas forcément intéressé. Je suis pas trop dans le drama, donc en fait, voilà, drama, c'est du Ouais, temps et puis perdu. sinon, je vois des reposts Twitter, quoi. Mais du coup, Bah, quel intérêt? Enfin, voilà, quel intérêt. à voir. Mais bon. Parle-nous un petit peu de ton premier roman, parce qu'en fait, tu me disais que finalement, sur TikTok, le but, c'était de créer une communauté et de réussir finalement à le vendre, ce premier roman. Alors, comment il s'appelle? Parce que tu nous dis Cupidon, mais c'est pas son titre en entier. Et finalement, alors du coup, tu le vends pas? Comment ça se passe? Tu le vends sur quelle plateforme? Comment ça s'est goupillé pour toi finalement? À quel moment tu t'es dit aussi, bah, allez, c'est bon, cette fois-ci, je me lance? Enfin, comment ça s'est passé? Ouais. Alors, du coup, le titre, c'est Le complexe de Cupidon. C'est une romance fantastique sur fond d'humour.
qui se passe en France d'ailleurs, pour changer. Moi, en fait, j'avais commencé à écrire Cupidon juste après mon bac. Et je me suis retrouvée dans des études d'années préparatoires qui bouffent ton temps et ton énergie et ta créativité et tout ce que tu veux. Ce qui fait que j'avais complètement mis en pause. Et ensuite, j'ai atterri en école de commerce où là, j'avais beaucoup plus le temps. Donc, j'ai repris ce roman-là. Et j'ai fait en même temps une alternance en maison d'édition. À la base, à cette époque-là, mon rêve, vraiment, c'était d'obtenir un éditeur. Genre, vraiment, le summum de mon rêve, tu vois. J'avais encore, je pense, une image un petit peu fantasmée de ce truc-là. En fait, je me suis retrouvée à travailler avec des éditrices hyper expérimentées qui savaient grave de quoi elles parlaient et tout. Et en même temps, comme j'étais dans un pôle romance, je voyais comment ça se passait au niveau des ventes avec les auteurs, etc. Et je me suis dit, ok, c'est intéressant. Et en même temps, à côté, on me parlait d'auto-édition. Je voyais bien que les éditeurs aussi, en fait, s'intéressaient aux auteurs auto-édités. Donc je me suis dit, mais c'est que ça marche super bien, tu vois, parce que moi, j'avais l'image encore un peu, bah ouais, l'auto-édition, c'est fait vite fait, avec pas trop de budget, tu vois. Ouais. L'image un peu Oui, négative de l'image des années l'auto-édition à l'ancienne. 2000-2010, enfin 2010, Ouais, l'auto-édition. 2010. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais, c'est pas du tout ce que je pense. Et donc j'ai commencé à aller voir et tout ça. Et en fait, je me suis retrouvée avec deux options où je me suis dit, peut-être que le complexe de Cupidon ne collerait pas à l'édition classique. Je pense que l'édition ou l'auto-édition, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire de ton projet. Moi, par exemple, je savais que la difficulté, c'était que je partais de rien. Mais par contre, je savais que si ça tombait dans les mains d'un éditeur, le truc, il allait être complètement remodelé pour coller à la ligne éditoriale de l'éditeur. Et Cupidon a reçu une offre d'éditeur et j'ai dit, bah, je le mets pas en édition finalement, je vais en faire de l'auto-édition et voilà. Parce que je voulais garder ce truc du premier roman qui compte pour moi. Tu vois, le premier truc qui a résonné pour moi, je voulais le laisser tel quel et tout. Après, j'ai travaillé avec une bêta lectrice qui fait très très bien son travail. J'ai pris une correctrice, j'ai pris une graphiste. Il y a d'autres questions après qui viennent, il faut investir, etc. Mais je trouvais que vraiment, pour ce projet-là, c'était l'auto-édition. Et c'est tout. Je me suis dit, ok, tu vas partir en auto-édition. Ton livre, là, il est presque fini, il est en correction et tout. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour le vendre? Je me suis lancée sur TikTok comme ce que je vous ai expliqué. Ça a pris des proportions au niveau du contenu même incroyables. Je m'y attendais pas. Voilà. C'est génial. Effectivement, les gens, quand j'ai vraiment commencé à avoir la date de publication et tout ça, j'ai commencé vraiment à en parler beaucoup plus en profondeur. Et déjà, il y a les premiers lecteurs de Wattpad qui m'ont reconnu du coup et qui ont fait « Mais c'est toi qui as écrit le complexe de Cupidon, il va être édité, c'est trop bien et tout, machin. » Donc je voyais que je commençais quand même à attraper quelques lecteurs, quelques acheteurs potentiels. Et à côté, j'avais la cible des gens qui me regardaient pour mon humour et qui se disaient « Oh bah, effectivement, elle a écrit un roman, ça se trouve... » Et en plus, ce qui est bien, c'est que moi, je le publie sur Amazon et sur Amazon, tu peux lire vraiment un bon gros début. Oui. Ouais. L'extrait est Donc, assez long chez Amazon. Enfin, ça dépend du nombre de pages totales, mais si t'es sur un roman classique, déjà, t'as un bel extrait. Ouais. ouais, donc les gens, en vrai, ils savent ce qu'ils achètent. Mm. Donc, t'avais ce truc de confiance où, ok, ils allaient lire, ça me plaît pas, j'achète pas, ça me plaît, j'achète. Ouais. Et ils se vendent bien. Enfin, moi, ce qui m'arrange aussi dans l'auto-édition, c'est que t'as un revenu régulier et tous les mois. Bon, t'as les premiers mois de décalage où tu touches rien. Mais ça me. Enfin, moi, j'étais en année sabbatique. Quand je suis partie, en tout cas, j'avais pas encore de revenus du Ouais. tout. J'avais que mes économies. Donc je me suis dit, il y a aussi cette question-là de revenus qui m'a fait choisir l'auto-édition parce que bah, j'avais besoin de fonds pour vivre en fait. Ouais. Donc c'était la solution pour moi. Et tu savais que si ça marchait, bah, au bout de 2-3 mois, t'allais avoir déjà les premières rémunérations qui tombaient. Et après, bah, c'est quand même plus ou moins régulier. Enfin, on sait qu'un livre qui marche bien, t'en as pour quelques mois où il marche bien. Bon, après, généralement, ça redescend gentiment. Voilà, avec toujours l'espoir de se dire, bah, si t'en as un deuxième qui sort, si tu réalimentes, bon, ça fonctionne, quoi. Après, ce qui m'a surprise, et c'est trop bien, c'est que le fait que TikTok me permet de renouveler constamment mes abonnés, ça fait que les ventes de Cupidon, elles ont jamais baissé, en fait. Tu vois, elles ont pas eu des pics extraordinaires où j'ai gagné des fortunes. Mais là, ça fait plus d'un an et c'est le même rythme. Ouais, c'est l'avantage. Ouais. Trop bien. Non, c'est cool. Ça, c'est cool, c'est bien joué. Hein. C'est très, très bien joué. Alors, du coup, tu as publié effectivement ce premier roman en auto-édition par choix. Ça fonctionne bien, c'est super. On voit dans tes vlogs que tu es sur l'écriture
Alors, d'un autre roman. Sauf que là, du coup, a priori, tu prends une autre voie. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Alors, il s'est passé que, bah, du coup, de base, je suis partie en Corée du Sud avec un projet, une trilogie. Je me suis dit, t'écris au moins le tome. Enfin, en fait, je me suis dit, t'es rentrée en France, t'as écrit le tome 1 au moins. Et donc, moi, je commence ma petite aventure en Corée du Sud, je raconte ce que je fais et tout sur mon petit roman et tout, nanana. Et un lundi, je me réveille et j'ouvre ma boîte mail. Il y a 2 mails dans cette boîte mail. Et en fait, quand tu es édité par des éditeurs classiques, tu as plusieurs façons d'écrire un livre pour eux. Donc, soit tu présentes un manuscrit complet, ils le refusent ou ils l'acceptent. Et tu as aussi des commandes. Et tu as aussi le fait que les éditeurs font des veilles sur, par exemple, Wattpad, où ils trouvent des histoires qui leur plaisent et ils veulent réserver les droits pour en faire de l'édition. Et donc, en fait, un matin, j'ai reçu 2 offres d'édition. Le même jour? Euh, Bah, ça avait atterri dans ma boîte, ouais, le lundi, le C'est même fou jour. ça. Ok. C'était un pic d'excitation et de stress pas possible, je te Tu raconte m'étonnes. pas. Mais du coup, moi, j'étais sur mon gros projet en plus, parce qu'il est super long et il est très complexe à écrire, tu vois. Et je me suis vraiment posé la question, par contre, je me suis dit, j'accepte ou j'accepte pas, parce que ça voudrait dire qu'en fait, je coupe l'écriture de... Parce que c'était des commandes en fait? Il y en a une, c'était une commande, D'accord. parce que c'est une collection qui se lance, tu vois, et donc je pense qu'ils ont besoin d'alimenter, etc. Et en fait, ils ont été voir ce que j'écrivais, et ils ont lu le complexe de Cupidon, et ils se sont dit, ok, ce serait cool qu'elle fasse un projet avec nous. Ok. Et le deuxième, c'était une histoire qu'un éditeur a trouvée donc, sur mon Wattpad, et qu'ils ont beaucoup aimé, et donc ils m'ont fait une offre dessus. Mais c'est une histoire qui n'était pas complètement écrite, donc tu vois, j'ai quand même un taf à faire derrière, faut que je me remette dedans, que je réécrive le truc et tout. Donc la question s'est quand même posée, ok, mais qu'est-ce que je veux là tout de suite, tu vois? Et il s'avère que je me suis laissée convaincre et donc là je suis, enfin j'ai mon premier tome qui c'est un peu stratégiquement du coup c'est un peu dommage parce que je l'ai un peu mis en stand-by et j'ai 2 projets d'édition classique qui s'annoncent. D'accord. Tu as des appréhensions par rapport... parce que tu as quand même une expérience, tu disais, en alternance dans une maison d'édition, donc tu sais déjà comment fonctionne une maison d'édition, tu sais un petit peu à quoi t'attendre. Donc on peut peut-être estimer que tu es un petit peu armé quand même de ce côté-là. Mm. Tu as aussi maintenant ton expérience en auto-édition, où là du coup tu as joué le rôle de ta propre maison d'édition, finalement, pour la parution du complexe de Cupidon. Est-ce que ça facilite les relations avec un éditeur, ou est-ce que ça les complexifie, le fait que, bah, en fait, tu es du métier et tu sais de quoi il parle? Je pense que moi je suis très ouverte aux nouvelles expériences. Donc là-dessus je le vis super bien, tu vois. J'adore travailler avec des éditeurs, je trouve que c'est un peu nouveau et tout. Et vraiment, ce que j'apprécie dans l'édition classique, c'est que toute la partie couverture, trouver un correcteur et tout, tu t'en délestes en fait. Oui. Et ça fait du bien. T'es dans l'écriture pure, tu Ouais. vois. Ah oui, je comprends ça. Ouais. Mais après, c'est vrai que quand t'es auto-édité, t'as un peu ce mood de contrôle fric. Parce que c'est toi qui dirige ta couverture. Je suis un petit peu tatillonne, tu vois. Je pense que je suis pas une autrice très agréable à éditer, du coup. Mais franchement, c'est super intéressant. Enfin, Tu trop penses bien, en vrai. que tu vas pouvoir jeter un œil sur ta couverture? Tu vas quand même avoir un mot à dire sur les choses comme ça? Alors, on a déjà commencé à travailler sur la couverture avec un de mes éditeurs. J'ai totalement mon mot à dire. Enfin, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que on a pitié ensemble. S'il y a un truc qui va pas, je peux le dire, on l'enlève. Enfin, ça, c'est vraiment D'accord. cool. Oui, parce que moi, j'ai eu plusieurs éditeurs sur mon parcours Mm. et j'ai eu les deux. C'est-à-dire que j'en ai eu un où j'ai quasiment monté la couverture en même temps que l'infographiste et lui. Enfin, c'était vraiment un truc de fou. Et un autre où Ah bah, ouais. je me suis retrouvée avec le livre entre les mains en mode ah, c'est ça, c'est pas. Non, on change pas. D'accord. Bon, bah, J'avais, voilà. j'avais très peur de ça parce que en tant qu'autrice auto-éditée et vraiment mon premier bébé, c'était mon bébé, quoi. Tu vois. Et du coup, je suis très attachée à l'objet livre. Mm, je Et comprends. je me dis, je donne tellement d'énergie à mon texte, je ne peux pas le sacrifier à une couverture qui ne me plaît pas. Donc c'est vrai que j'avais très très peur. Pour l'instant, ça s'annonce bien. Donc j'ai de la chance. Mais je sais qu'il y a des éditeurs qui prennent pas forcément le temps. Et c'est ça et basta, quoi. Tu sors tes bouquins, donc c'est du grand format que tu sors? Oui. Trop bien. Nom d'éditeur, date de parution? Date de parution, non.
Mais oui, nom d'éditeur, tout est signé. Donc, le premier, c'est chez Fiction LDO. C'est une nouvelle collection qui raconte des histoires qui se passent en Corée du Sud. C'est jeunesse, young adulte. D'accord. Et le deuxième, c'est chez Hachette, pour du Joli. young adulte. Joli. Après, la position d'un auteur hybride, je trouve ça très intéressant aussi parce que tu varies tes sources de revenus. C'est Tu vois, ça. tu les reçois pas en moment et tout. Tu as deux expériences différentes. Et puis, je trouve que tu apprends dans les deux. Enfin, moi, quand je me suis lancée dans l'auto-édition, c'était tellement enrichissant. Oui. Parce que je devais aller poser des questions à tout le monde. Tu vois, je trouvais des petits auteurs qui étaient auto-édités et tout, et qui avaient l'air hyper calés dans ce qu'ils faisaient. Je regardais des vidéos, et moi qui adore apprendre, en fait, juste. C'était enrichissant, mais vraiment. Et t'apprends à faire une maquette toi-même, etc. Tu vois. Et en même temps, l'édition, c'est enrichissant dans le sens où bah, tu travailles avec des gens qui sont sur un marché, qui comprennent mieux le côté commercialisation. Tu vois, moi, par contre, je suis moins bonne là-dessus, tu vois. L'éditeur, il est calé là-dessus. Et tu as certainement à apprendre de lui pour tes prochains auto-édités Ouais, éventuellement. bah totalement. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis Et je d'accord avec trouve que toi. ça se nourrit bien, quoi. Ouais, Quand t'es hybride, ça se nourrit bien. ouais, complètement. Ah, j'ai une question très, très bateau, mais cependant, je vais quand même te la poser. Est-ce que tu sais d'où te viennent tes idées d'écriture? Ça pop comment dans ta tête? Je sais qu'avant, je regardais beaucoup de dramas coréens et ils ont le drame romantique très très fort. Et ça m'arrivait des fois de voir une scène et de me dire, ouais, mais ça pourrait atterrir au milieu d'une histoire tellement différente et tout, tu vois. Et donc, ça partait un petit peu de là. Après, des fois, en fait, c'est hyper varié parce que des fois, je peux juste avoir une idée de réplique. Et ensuite, tu as tout un schéma qui se met autour d'une histoire de pourquoi cette réplique est arrivée là. Et en général, c'est un peu toile d'araignée, moi, mes idées. Je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, quand tu commences à écrire, t'as pas forcément le début, le milieu, la fin. T'as potentiellement une ou deux scènes fortes. Ouais, Et tu te dis, ok, comment je relis ça et que j'en fais une histoire. ouais, totalement. Ça me pose des problèmes, hein. Enfin, je sais que le complexe de Cupidon, ça a été un calvaire parce que je suis pas très architecte, Ouais. tu vois. Malgré C'est tes bien post-it. d'être. Bah, malgré mes post-it, en fait, mes post-it, c'est juste des idées de base. Et en fait, mon cerveau, il part tellement en vrille que je retire un post-it, j'en mets un autre, ou alors j'en décale un. Enfin, c'est un calvaire. Quand tu veux professionnaliser, c'est un peu compliqué quand même d'être jardinier. Hmm. Parce que tu perds du temps à faire des allers-retours. Oui. En fait, je discutais avec des auteurs plus calés que moi, on va dire ça comme ça. Et en fait, ils me disaient, si tu y réfléchis bien, il n'y a aucun auteur pur jardinier, comme on l'entend dans l'acception d'un jardinier, c'est-à-dire que tu prends une page blanche et t'écris, qui ait jamais fait un best-seller. Parce qu'en fait, après, il y a des faux jardiniers. Et je travaille, des fois je raconte l'anecdote, je travaille avec une autrice en ce moment, qui se dit jardinière, qui est sur de la high fantasy, hein, enfin franchement du truc costaud. Mais c'est une fausse jardinière parce qu'en fait, elle a une puissance cognitive de dingue et elle a tout dans sa tête. Tu vois, son lore, elle le Le maîtrise plan, il est dans sa tête. tellement. Voilà, le plan est dans sa tête. Et elle me dit, ah mais non, mais là, je suis là, il faut qu'il arrive là. Donc en fait, elle sait. Alors des fois, il y a effectivement, au niveau péripéties ou petites quêtes supplémentaires, bon, ça s'incruste un peu comme ça. Mais finalement, quand t'es architecte et que tu fais un plan, tu te laisses aussi cette liberté, en fait, de te dire, bah, Oui, ah j'incruste oui, un c'est truc en pas du plus. tout. Donc, Ouais. Alors que moi, enfin, quand je commence une histoire, j'ai une scène là, j'ai une scène là, et c'est le néant entre les deux. Tu vois? oui, je vois. Mais après j'adore, tu vois, parce que c'est des phases où, avec ma bêta lectrice qui est très investie dans ce que je fais, on se prend la tête sur des scènes, des répliques, des trucs, du pourquoi, du comment ils sont arrivés là et tout, et j'adore ça. Ouais. Mais pour professionnaliser, enfin là, je le vois, j'ai déjà commencé le travail d'édition avec mon premier éditeur, du coup. Et je me dis, mais mon éditrice, elle doit péter des plombs parce que je lui dis, à chaque fois, je dis, non, mais je veux retoucher un truc là, 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 tu vois. Enfin, parce qu'en fait, en avançant, je me dis, ok, mais du coup, 10 chapitres avant, il faut qu'il se passe ça. Si C'est là, ça. j'ai ça, tu vois. C'est le principe de la réécriture. Là, le dernier que j'ai fait en réécriture, là, c'est L'Ordre et la Chasse. Enfin, voilà, Urban Fantasy qui sortira certainement après l'été, in fine. Et mon bêta lecteur m'a fait des trucs du genre, ouais, mais tu vois, cette scène-là, ce serait plus puissant qu'elle soit quelques chapitres plus loin parce que machin. Et là, j'ai mon cerveau qui a fait des nœuds et je me suis dit, ok, je la déplace et je déplace la scène et je relis la scène Non, que mais j'ai attends, déplacée. j'ai mieux que ça. Quand je suis partie au début en Corée, donc je pars avec une idée de roman. Moi, j'ai déjà fait mes petits post-it et tout. Tu vois, j'ai 35 post-it, je sais où je vais. Je commence à écrire. 2, 3 mois, tu vois. Et je fais lire à ma bêta. Et en plus, je lui fais lire comme ça parce que je voulais le terminer de lire pour le coup. Au final, on est parti sur une alpha lecture, mais bref, à cause de ça. Parce qu'elle a commencé à lire les 10 premiers chapitres.
Et puis elle m'envoie un snap en audio, elle me dit mais je me disais que si en fait ça partait pas de là, mais qu'en fait il se passait ça. Ah putain. Et je me suis dit, d'un côté je me suis dit mais quel génie, Oui, et oui. d'un autre, Je mais la quel déteste. j'ai tout viré, j'ai tout repris. Et effectivement, bien sûr que en fait, mon idée partait de ça et que c'était l'évidence même, mais Ouais, non, j'ai mais tout viré, quoi. d'où l'intérêt des bêta-lecteurs, voilà, même si, voilà, moi, quand j'ai relu ma scène, tout d'un coup, je me suis arraché les cheveux en me disant, ouais, mais ça corrèle pas par rapport à d'autres trucs qui sont dans la scène et qui se sont passés normalement plus tard. Et, oh là là, bon, bref. Ah, c'est terrible. Mais c'est terrible, hein. Mais c'est Mais hyper on adore. constructif, en fait. C'est vraiment Ouais. quelque chose de génial. Mais Et des en fois, plus, je c'est trouve prise que de tête. c'est des choses qui après passent plus facilement quand t'es sur un autre roman, tu vois. Tu gères beaucoup mieux le truc de OK, faut que je change, tac, tac, Oui. tac, tac, tac. Ouais, c'est de l'apprentissage, hein. De toute façon, je trouve qu'à chaque roman qu'on publie, on apprend. Tu vois, Ouais. et c'est un truc de dingue. Parce que quand j'avais compté, j'en suis quand même à mon 22e en 16 ans. Et ben, au 22e, je suis encore en train d'apprendre des trucs, tu vois. En me disant, ah mais ouais, en fait, évidemment que c'est Et comme un ça. truc que je sais pas pourquoi ça me reste en tête. Bah, en plus, c'est Alexandre Astier qui a dit ça. Je le Bref. vénère, vas-y. Ah, moi aussi. Il est trop. Il est Enfin, je trouve qu'il a extraordinaire. une intelligence Il est extraordinaire. émotionnelle et appliquée, tu vois, Ouais, incroyable. Et en fait, il a dit, quand j'ai un projet, déjà, il a dit que c'est bien d'avoir des gens pour attester de ce que tu es en train de faire, mais si tu as peur qu'il aime pas, vaut mieux pas montrer. mm, Donc, moi, j'applique ça, je me dis, c'est bien d'avoir une bêta lectrice, 500, je sais pas, parce que de toute façon, c'est tellement subjectif. c'est ça. Et s'il y en a une qui te dit qu'elle aime rien du tout et que ça te fait douter et que tu abandonnes ton projet, ça sert à rien. Voilà. Et qui te dit le contraire de l'autre, tu sais plus laquelle suivre. C'est l'enfer. Exactement, ça sert à rien. Et il a dit un autre truc qui m'avait grave marqué là-dessus. Il m'a dit, même si je sais que je suis en train de me tromper, il faut que j'aille jusqu'au bout de ce projet-là pour emmagasiner, tu vois, mes erreurs et pourquoi je me suis trompée. Il faut que je mette un point final, en fait. Ouais. Et en fait, il y a tombé sur une vidéo d'une autrice auto-éditée qui avait décidé d'interrompre la rédaction de son roman parce qu'elle s'était rendue compte, tu vois, de plein de trucs alors qu'elle était presque à la fin, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est vrai que dans ton cerveau, ça doit créer un truc de non-finalité, tu vois. Ouais, c'est Et je terrible. pense que même si, ouais, et je pense que même si tu sais que c'est pas ton meilleur roman et que bien sûr que dans 3 romans t'écriras mieux ou peut-être tu géreras mieux certains plot twists et tout, mais termine, genre Ouais. concentre-toi sur ce que tu es en train de faire maintenant. Ce sera pas ton meilleur, ce sera pas ton pire. Kiffe maintenant ce que tu fais là, termine-le et tu verras après. Oui, alors après, à Feyo, le fait aussi de commencer plein de choses et de pas finir, c'est aussi un des syndromes de jeunes auteurs. Quand j'avais entre 10 et 25 ans, je commençais plein de choses parce que j'adore les débuts de romans et j'avais beaucoup de mal à finir. Et puis d'un coup, il y a eu un déclic, me demande pas pourquoi, et je me suis mis à finir en fait. Et en fait, le fait de finir une première fois un roman, tout d'un coup, tu as un déclic qui se fait, tu fais j'en suis capable. Et se prouver qu'on est Ouais, capable d'aller jusqu'au point final, c'est vachement important aussi. Parce on arrive plus vite la deuxième fois au point final et encore plus vite la ouais. troisième fois. Enfin, Mais on prend confiance. Après, je trouve que enfin, moi, chez moi, il y a un truc crève-cœur à finir un roman, je sais pas pourquoi, tu vois, genre mettre un point final. Et t'avais expliqué en vidéo, t'avais répondu à un commentaire une fois, je m'en souviens, en vidéo, de quelqu'un qui disait, je suis au bout du truc, j'arrive pas à finir. Le syndrome de la faim. Il y a un truc dans ton cerveau qui fait Oui, que, ouais, ouais. Et dans mes coachings, je dis aux gens, en fait, ça va se décoincer à partir du moment où tu vas avoir la prochaine idée de roman et qu'elle va te hyper de fou et que tu auras envie de finir celui-là pour aller sur le prochain. En fait, le cerveau n'aime pas le vide. ouais. Ça lui fait peur. Donc, quand tu arrives sur la fin de ton roman, si jamais tu n'as pas une idée de ce que tu vas faire après, hormis la réécriture et la correction où tu vas suer sang et eau, eh ben, en fait, le cerveau prend peur parce qu'il se dit mince, je l'ai fait, enfin, je vais peut-être finir là, une fois, mais est-ce que je serai capable de le refaire? Est-ce que j'aurai de nouveau une nouvelle idée, machin? Donc, par confort mental, il va rester sur là où il est bien parce que là, ça va, tu vois, au lieu Ouais, et d'avancer. il y a un truc qui, pour le coup, là-dessus, l'édition classique m'aide. Enfin, en tout cas, c'est une douleur, mais c'est en train de m'apprendre quelque chose. C'est que l'auto-édition, moi, la sortie de Cupidon, je l'ai fait traîner en longueur parce que je voulais toujours, tu vois, le petit truc qui allait pas ou que je pouvais améliorer. Je savais que je pouvais l'améliorer, il fallait que je le fasse. J'étais incapable de lâcher le truc sans sentir que c'était parfait, alors qu'un Mm. roman parfait, ça n'existe pas. Et en fait, comme tu contrôles tout en auto-édition, bah, c'est toi qui choisis quand tu sors ton roman. Donc, si tu veux Complètement. le sortir dans 2 ans et Ouais. continuer à le C'est dangereux, peaufiner, ça, hein. tu le peaufines pendant 2 ans. C'est très Et dangereux.
Je peux vous dire qu'en 2 ans, vous allez rien apporter à un manuscrit qui est déjà bouclé. Enfin, ça sert à rien. Ouais. Et c'est pas une phrase ou deux qui va le transformer en best-seller ou en navet. Non. C'est un truc que vraiment. Enfin, parce que là, j'ai pas le choix, tu vois. Les éditeurs, ils ont des deadlines pour les fabrications, etc. Machin. C'est une douleur, mais j'ai pas le choix que d'avancer, tu vois. Oui, c'est ça. Ah bah là, t'as l'éditeur qui te dit lundi prochain c'est ça, dans 3 semaines Ouais, c'est ça, et de toute façon toi t'avances et s'il y a un truc tout d'un coup qui te convient pas, tu peux pas forcément rétro-pédaler pour le corriger, c'est trop tard quoi. après, Et tu peux quand même rétro-pédaler, oui, même en encore sur la partie, maquette et tout. mais Mais de toute façon, t'es forcé à pas faire de chichi non plus pour ouais. arranger tout le monde. Tu travailles avec des gens, tu vois. Tu sais, il y a une expression qui dit mieux vaut fait que parfait. Alors, Ouais. on essaye de faire le mieux possible, mais à un moment donné, il faut se mettre cette expression-là dans la tête Mm. et se dire, bon, je le sors, mieux vaut fait que parfait. J'ai donné tout ce que j'ai pu et ça servira, comme tu dis, à rien de traîner des mois supplémentaires parce que ça n'apportera réellement rien de plus, quoi. Ouais, c'est pas une phrase mieux tournée qui fera l'essence de Non, ton livre et qui fera qu'un lecteur va tomber amoureux ou pas, tu vois. c'est ça. C'est totalement ça. Alors, petite question vite fait quand même dans le chat, j'ai vu. Qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tu lis beaucoup de romances ou est-ce que tu lis autre chose? Enfin, je veux dire, est-ce que tu lis des choses dans la catégorie que tu écris, on va dire, dans le genre que tu écris, ou est-ce que tu lis plein d'autres choses? Je lis vraiment pas beaucoup de romances, alors que j'écris de la romance. Moi, je lis beaucoup de fantasy, style Game of Thrones, Fils des Brumes, même Narnia, tu vois, enfin, tout Ouais, ce ouais, qui est ouais. romance. Le problème de la romance, c'est que quand t'écris, le problème quand tu lis, c'est que tu peux pas t'empêcher d'appliquer ton œil d'écrivain sur ce que t'es en train de lire. Et du coup, quand je lis une romance, bah malheureusement, elle peut être super et je me dis, ah mais moi j'aurais plutôt fait ça. Ou ah ça c'est super intelligent, je devrais le faire pour mon livre et tout. Et donc t'as ce côté où déjà t'apprécies moins la lecture et Eh c'est ouais. dommage parce qu'il y a des romans super. Et d'un autre, t'as peur de trop t'inspirer de ce que tu lis inconsciemment. Et Mm. ça c'est ma peur, mais ma plus grande peur qu'on me dise, t'as copié, tu vois. Alors, moi, j'ai tendance à éviter de trop lire quand je suis en phase d'écriture, de rush d'écriture. Pareil. Une de mes qualités de coach, c'est que je m'adapte extrêmement facilement à un style d'écriture. Oui, sauf que comme je fais éponge, je serais capable d'oublier mon propre style et d'écrire à la façon que je suis en train de lire, tu vois. Et ça, je Ouais, je fais vois. hyper gaffe. Parce que ça, c'est l'horreur. Alors, ça arrange mes coachés, parce que généralement, quand on travaille leur texte, bah, c'est ce qu'ils attendent de moi, que je Mm. m'adapte par rapport à ce qu'ils savent, ce qu'ils ont fait, tu vois, enfin, que je colle au plus près à leur style, quoi. Mais par contre, quand je suis en train d'écrire des bouquins pour moi, généralement, je me fais une pause lecture, ou alors je pars sur du manga, BD, ou tu vois, des trucs vraiment pas roman du tout. Parce que sinon, j'ai trop peur de tout d'un coup de changer de style et de faire des phrases qui m'appartiennent pas. Enfin, ça fait peur. Moi, j'ai un peu ce truc-là d'écriture qui change quand je suis sur deux projets différents. Mais phénoménal, quoi. J'ai eu ce petit problème, du coup, quand j'ai dû un peu mettre en stand-by ma trilogie pour m'attaquer à autre chose. Et là, pour le coup, je suis un peu entre deux manuscrits, parce que j'ai pas trop le choix avec les délais. Et Ça mes doit pas styles, être ils ont facile. rien à voir, quoi. Ouais, ça doit pas être facile à gérer là pour le coup. C'est pas facile, mais je crois que ça va me rendre d'autant plus efficace après, tu vois. Hmm. Expérience enrichissante en fait, du coup. Voilà, Oui, bah, comme toujours. comme toujours. Non, non, mais comme toujours. En fait, c'est bien parce que c'est comme ça qu'il faut le voir. Je trouve que c'est vachement constructif en fait, du coup, comme aventure et comme Oui, expérience. et puis, enfin, tu sais, quand tu prends du recul sur tes textes et que tu te rends compte qu'effectivement, bah oui, tu racontes pas la même chose avec la même densité et tout, tu sais pourquoi, ok, ton style, il est comme ça, et pourquoi là, il est comme ça. Et je trouve ça hyper intéressant Oui, à analyser, tu vois, oui, pour tes prochains. oui, complètement. Complètement. Et du coup, alors, ton avenir, tu le vois comment? Tu le vois hybride, tu le vois sur TikTok, tu le vois au bout d'un moment reprendre un peu, prendre un boulot à côté parce que bah, on sait bien que c'est quand même compliqué de vivre que de Hmm. l'écriture. Enfin, tu t'envisages quoi pour après? Enfin, les mois, les années qui viennent. Moi, mon rêve naïf et de beaucoup de monde, tu vois, c'est d'écrire toute ma vie, de vivre de ça, tu vois, de me lever, c'est mon seul problème et tout. Après, c'est vrai que ma vision, elle a un peu changé depuis que je peux me permettre de le faire. C'est-à-dire que j'adore écrire et me prendre la tête sur mes textes et tout, mais j'ai l'impression qu'il me manque un petit stimuli en plus, tu vois, que quand je travaillais en même temps. Donc, Peut-être des relations, un peu de social, un peu de... ouais, et puis en plus, moi, tu me laisses dans ma grotte, j'en sors pas, quoi. Ouais, je connais. Et je suis très bien sur le moment, alors qu'au fond, je sais que l'humain a besoin de contacts sociaux.
Du coup, tu vois, j'enlève pas l'idée de me prendre un petit boulot et tout. Les réseaux sociaux, bah là, je suis un peu moins parce que j'ai des deadlines, voilà. Et ça, en même temps, ça me permet, tu vois, d'avoir eu des contrats, ça me permet de d'écrire pleinement Oui. et pas de me dire, oh là là, ce soir, faut que je sorte une vidéo et tout. Mm. Ça te prenait la Et tête des fois de te dire ah j'ai une vidéo par jour à sortir. Enfin je sais pas quel était ton rythme, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné c'était au moins une vidéo par jour. Et il y a des ouais, fois c'était compliqué. c'était compliqué parce que j'étais obligée de le faire si je voulais, avec l'ancien algorithme, si je voulais rester dans la For You page, j'avais pas le choix en fait. Ouais. L'algo, il priorisait que la régularité et tout le temps. Mm. Donc moi, je m'étais limitée à une vidéo. Je voulais pas faire plus, par contre, parce que les réseaux, c'est bien, mais c'est très, très chronophage. Et c'est vrai que des fois, tu vois, t'es en train d'écrire et là, hop, tu dois couper pour sortir une vidéo. C'est un peu dommage. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais, mais là, avec Et après, je pense que c'est parce que aussi, j'ai construit ma communauté, et donc, effectivement, quand on me voit apparaître dans la For You page, on s'arrête, tu vois. J'ai pu à faire ça pour continuer à voir mes vues, à toucher les gens. Oui. Donc ça va mieux là-dessus. Et Oui, permet de moins poster. ouais. L'algorithme te permet de moins poster aujourd'hui parce que tu as une communauté qui est déjà très engagée et que bah forcément les gens te Ouais. retrouvent. Et puis il y a les fameuses pages maintenant de suivi et de amis aussi qui, je trouve, facilitent un petit peu au niveau alors de TikTok, là, pour le coup, le fait de retrouver les comptes qu'on aime, quoi. Enfin, et de pas forcément tomber sur des choses qui nous intéressent pas. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça peut être très, très fastidieux. Moi, je l'ai pas senti parce que comme je découvrais TikTok en même temps, c'était l'éclate, tu vois, quand je construisais ma communauté au final. Mais je pense que ça peut être fastidieux tout le temps que tu mets à construire une communauté. Et en fait, après, c'est beaucoup plus facile. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais le côté fastidieux, en fait, comme tu dis, au départ, c'est l'éclate et c'est vachement bien. Et en fait, au fil des mois et des années, t'as quand même un essoufflement, t'as quand même un... Mm. voilà, faut continuer, quoi. Et je trouve que c'est pas forcément facile tous les jours. Parce que t'as pas envie non plus que les gens t'oublient, tu vois. Parce que Non. le jour où t'as une idée de dingue et que tu veux trop en parler aux gens, tu veux qu'ils soient là. Je sais pas trop comment t'expliquer, mais Oui, non, mais je comprends. Je comprends effectivement le fait que t'as quand même bossé pour ça et Mm. t'as regroupé des gens autour de toi. Et c'est pas forcément facile. Enfin, et tu te dis, ouais, le jour où tu as un beau projet ou quelque chose, bah, tu as envie que les gens qui s'intéressaient à toi quelques mois plus tôt, pouvoir les recontacter. Alors c'est là aussi où il y a une question quand même qui se pose. Est-ce que tu as mis d'autres choses en place à part TikTok et Instagram? Est-ce que tu as déjà pensé à une newsletter ou ce genre de choses pour réussir après à des réseaux un peu plus privés comme Discord, Telegram ou ce genre de choses pour réussir à regrouper un peu plus ta communauté et à les avoir un petit peu plus, quoi. Enfin, parce qu'en fait, bah ça en reste fait, très volatile, TikTok, Instagram. Le ouais. moindre problème de compte et on n'a Mm. plus rien, quoi. Enfin, ça fait peur. Ah, tu viens de me faire une nouvelle peur là. Arrête. Non, non, mais ça n'arrivera pas. Non, 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 mais oui, t'as totalement raison. Après, enfin, l'écriture, ça prend tellement. Bah, en plus, on en parlait, genre, ça prend tellement de temps et d'énergie. Enfin, moi, je trouve ça fabuleux ce que les gens ils créent, ce qu'ils arrivent à créer à côté de ça. Tu vois, je sais pas si j'ai l'énergie de me lancer encore dans un autre truc alors que j'ai déjà Instagram, TikTok et l'écriture. Ou en tout cas, c'est pas le moment, tu vois. Non, parce que, Peut-être dans ouais. un futur plus ou moins proche. Non, parce que comme tu as fait tes études en com, je pense que Oui, je leur fais pas honneur. voilà, le côté très incertain finalement des plateformes de réseaux sociaux, Oui. voilà, on sait que en fait notre page ne nous appartient pas. En fait, c'est ça le truc. Oui, c'est clair. Après, je trouve que TikTok, t'as quand même le truc de. Enfin, je sais que si mon compte il est supprimé et que j'en lance un autre, bah, au fur et à mesure, les gens ils vont me retrouver, tu vois. Oui, Fonctionnement de la For You page. oui, Mais c'est vrai que En fait, l'écriture me prend beaucoup de. Pas de temps en soi, mais d'énergie oui. du cerveau, tu vois. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Et moi, quand je me lance dans un truc, par exemple, quand je m'étais lancée dans TikTok, c'était je me lance à fond ou rien. Je peux pas faire à moitié. Ouais. Donc, je sais que le jour où je me lance, par exemple, sur Twitch comme toi, il faudra que je sois dans mon truc et tu vois, que ce soit une source d'énergie aussi, tu vois. Un nouveau truc sur lequel me concentrer vraiment. C'est pour ça que je peux pas tout faire en même temps, quoi. Mm. Parce que je veux kiffer mon moment. Et c'est bien de ne pas te disperser non plus parce que plus on est sur des différentes plateformes et au final, moins on écrit. Enfin, au bout d'un moment, l'écriture en pâtit forcément, quoi. Donc, il faut vraiment avoir une organisation bien rodée pour réussir à se dire bon, bah là j'écris et je suis sûre d'avoir mes heures d'écriture dans la journée et sans que ce soit bouffé par ah, j'ai le TikTok à faire, machin. Moi, j'avoue que maintenant, bah, si j'ai pas fait de TikTok sur la journée, bah, j'ai pas fait de TikTok et puis tant pis. Et Ouais, bah voilà. pareil. Bah en fait, du coup, c'est le truc.
quand j'ai signé les contrats, c'est ce que ça m'a permis de faire en fait. Là, je vois bien que mes journées, c'est principalement écriture. Et si j'ai pas le temps de poster sur TikTok, bah c'est un peu dommage, mais j'aurais fait ma journée, tu vois. Oui, J'ai moins de culpabilité à ouais, pas poster. ouais, Et si j'ai pas envie, j'ai pas envie. ouais, J'assume beaucoup plus, j'ai pas envie. Avant, ouais. j'avais du mal. Alors après, quand tu dis j'ai signé un contrat, c'est parce que je suppose que tu as eu des avaloirs sur ton contrat et du coup tu es un Oui. petit peu plus relax par rapport à tes revenus. Tu te dis que bon bah voilà, s'il n'y a pas trop de revenus de TikTok, tu as eu tes avaloirs et en fait du coup ça compense un peu Oui, et c'est puis vrai voilà. que depuis tout à l'heure, je parle comme ça, mais oui, c'est parce que du coup, mes revenus dépendent de base de TikTok. Voilà. Là, moins. J'aurais besoin qu'un modérateur passe sur Amazon parce qu'il me semble que tu n'as pas de boutique. Il me semble que tu fais tout par Amazon en fait au niveau de la vente de ton livre auto-édité. Oui. Donc ça serait vachement cool que j'ai un petit modo qui aille chercher le complexe de Cupidon sur Amazon parce que je n'ai pas pensé à le faire. Pas bien. Je n'ai pas pensé non plus à t'envoyer alors que tu m'as dit envoie ton lien. Non, et j'avoue, voilà, j'ai paramétré tout le stream, le machin, les fenêtres et tout le bordel du truc, quoi. Et là, je me Ah, dis, j'ai pas mince, pensé non le plus. lien. J'ai zappé le lien. Ouais, je pense. Après, moi, je pense que j'aurais du mal à lâcher l'auto-édition quand même. Il y a beaucoup d'avantages. Ah oui, c'est une belle aventure. Et plus tu vas avoir une belle communauté, et plus ton livre va bien fonctionner aussi. Enfin, voilà. Ça, c'est un truc que quand j'ai vu que tu avais des abonnés sur Amazon et tout, je me suis dit, ok, en fait, faut construire sur le long terme, quoi. Et Amazon, au niveau KDP, etc., ne nous offre pas toutes les possibilités qu'il offre encore aux Américains. Hein. Parce que j'ai vu que les Américains, ils avaient a priori accès à des espèces de dashboards pour pouvoir effectivement lancer des informations ou des choses comme ça aux personnes qui les suivent. Nous, pour l'instant, ça... Ah, ça doit être trop bien. Ah bah ouais. Parce qu'en fait, moi, c'est le truc que je reproche sur Amazon, c'est que les gens qui achètent, je sais absolument pas qui c'est, quoi. Je peux pas les contacter, je peux Ouais. pas leur dire qu'il y a un nouveau bouquin qui est sorti, je peux... Voilà, alors je pense que mon erreur à moi par rapport à mes ventes Amazon qui vont bien quand je sors un nouveau bouquin et qui s'écroulent après, tu vois, c'est que les bouquins que je sors, très souvent, je fais une campagne Ulule. Donc en fait, au lieu de bénéficier de l'apport et de l'achat des lecteurs sur Amazon, ce qui boosterait le roman très rapidement dans le top, en fait, tu vois, en fait, il y a la campagne Ulule. Alors, ce qui est chouette, la campagne Ulule, c'est qu'au niveau trésorerie, c'est très confortable. Mais au niveau renommée Amazon, c'est un peu moins bien. Mais campagne Ulule, parce que ça, je vois aussi beaucoup d'auto-édités qui le font, tu vois. Mais tu peux pas relier ça à tes ventes Amazon. Enfin, campagne Ulule, tu dois avoir ton stock pour envoyer une fois que la Oui, campagne elle est terminée. c'est ça. C'est ça. Donc, en fait, j'ai un imprimeur. Enfin, je travaille, tu vois, Ouais. vraiment comme une petite maison d'édition, finalement. Ah ouais? Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est super intéressant aussi à faire et ça fidélise énormément aussi tes lecteurs parce qu'en fait, ils participent à la conception du projet. Enfin, tu vois, ils participent à sa réalisation finalement puisque c'est une question aussi de trésorerie. Et puis, tu fabriques des coffrets où il y a à l'intérieur des choses qui vont trouver nulle part ailleurs en fait. Et du coup, qui Ouais, enrichissent je trouve ça l'univers. super, je trouve ça incroyable, mais c'est vrai que dès que c'est un peu plus ambitieux, ça me fait peur, moi, tu vois. Mais je pense cependant que dire je fais tout par KDP, tu vois, ça aurait pu être une bonne solution. Alors j'hésite après, aujourd'hui, à virer de bord, on va dire, tu vois, et à repasser tout sur KDP parce que bah, j'ai une petite boutique qui fonctionne à côté de ça. Ouais. Et puis, je trouve que bah, c'est vachement sympa. Tu sais, alors moi, je fais les live TikTok le lundi soir souvent, et puis prépare les commandes en live. Et en fait, du coup, tu as une proximité avec les gens, tu as l'impression d'être en salon du livre, en fait. Tu as Ah oui, oui, l'impression qu'ils clairement. voilà, Je ils t'ai viennent vu passer. papoter. Enfin, c'est génial. Mais Voilà. en fait, enfin, moi, quand je me suis lancée dans l'auto-édition, tu vois, j'ai demandé des conseils à tout le monde. Alors, je me suis dit, allez, je vais voir tout le monde, comment ils font, ceci, cela. En fait, il y a une autrice qui m'avait expliqué que vraiment, en France, la recette du succès sur KDP, c'est que vraiment, tu sors ton livre et sur ton numérique, tu donnes déjà le lien du prochain qui n'est Oui, pas encore sorti. c'est ça. Et en fait, il faut que tu crées une boucle Oui. vertueuse comme ça de vente parce que les gens vont s'abonner et ceci et cela. Au niveau de l'écriture, je suis incapable de tenir des délais pareils, tu vois. Donc Mm. je sais que de toute façon, KDP, je serai pas une best-seller top 1, tu vois, parce que je sais c'est quoi la recette du succès et je ne l'ai pas. Enfin, je peux pas C'est l'appliquer. compliqué, elle est compliquée. Parce que moi, j'en ai longuement parlé aussi avec Tamara qui arrive à appliquer cette recette-là aussi. Et c'est vrai que ça demande d'écrire pas mal de livres, de les écrire vite. Et du coup, Mais comme ça tu dis, demande une d'avoir productivité. voilà, et d'avoir un coup d'avance. Et pourtant, je suis relativement productive. Hein, j'en sors 3, 4, 5 par an des fois. Enfin, tu vois, alors il y a des petits recueils de nouvelles entre-temps, etc. Mais bon, quand même. Mais en fait, après, c'est une question d'organisation, de deadline, etc. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais cependant, il y en a qui réussissent
autrement. Il y a une jeune femme avec qui je travaille, Aline Tognoni, qui sort de la science-fiction. Elle a une série qui s'appelle Gamma 212. Elle est en train d'écrire le tome 3. Ses livres sont superbes. Elle fait des super maquettes, etc. L'histoire est tip-top entre Avatar et Divergente. Tu vois, le truc vraiment plein d'action, des personnages super attachants. Enfin, vraiment, super boulot. Et elle a tout misé KDP. Donc, vraiment, elle a joué la carte KDP depuis 2 ans. Et là, ça y est, ça commence vraiment à fonctionner, à tel point que, il y a 3 semaines de ça, elle a été contactée par Audible, qui lui ont acheté ces 3 tomes. C'est-à-dire que là, même le tome qui n'est pas paru, ils lui ont pris. Oh, incroyable. Tu vois ? Donc, c'est jouable. Donc, c'est faisable. Ouais. C'est faisable. Le tout, c'est d'être repéré par les lecteurs. Et voilà, et je me dis, avec ta communauté, ça doit être faisable, un KDP. Hein. Oui, je sais que c'est faisable. Après, tu vois, je sais déjà sur Cupidon ce que j'aurais dû faire autrement, ceci, cela, tu vois. Tu commences à avoir les trucs. Dans l'auto-édition. Tu ne sauras pas avant de tenter de Voilà, façon. dans l'auto-édition, c'est que des expériences en fait. T'essayes des trucs et tu vois si ça marche ou pas. Ouais, c'est vrai que t'es obligé de le faire, mais quand c'est un roman qui te tient à cœur et tout, t'as du mal à le jeter en pâture, on va dire, tu vois, pour le test. Je suis d'accord avec toi. C'est compliqué. Là, je suis en train de créer mon premier relié, tu vois, pour l'ordre et la chasse. On est en train de le peaufiner. J'ai 2 illustrateurs dessus et tout. Enfin, je veux dire, j'essaye de sortir vraiment un beau livre. Et du coup, je me dis, non, je veux du vernis sélectif, je veux une jaquette signée. Donc, ça passe pas par KDP. C'est horrible. Hors de question. Ah, mais c'est ça. Donc, du coup, voilà, tu vois, jusqu'à celui-là, je suis coincée, quoi. Stéphanie qui dit, moi, je voudrais juste dire merci à Eva pour justement ces TikTok que j'aime beaucoup. Surtout les rubriques que j'ai lues pour vous, pour que vous n'ayez pas à le faire. Voilà. Mais bon. Est-ce que le numérique est essentiel ? Le numérique en dehors de l'abonnement ? Le numérique, est-ce qu'aujourd'hui, quand on sort un livre, selon toi, il faut absolument qu'il soit en numérique ou est-ce qu'on peut sortir que en broché ? Après, ça dépend toujours de ce que tu veux faire. De toute façon, il ne faut pas te forcer à le sortir en numérique si tu n'as pas envie d'avoir un numérique. Mais si tu veux qu'il marche, déjà sur Amazon, pour moi, c'est presque indispensable. Oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, je vois bien que c'est quand il y a des pages lues que Cupidon monte. C'est difficilement négociable. Et puis parce que tu as des budgets qui ne sont pas les mêmes. Tu vois, il y a les lecteurs, ils vont un peu te bouder si tu le proposes pas en numérique parce que ce mois-ci, ils sont ric-rac et qu'ils aimeraient bien le lire, mais que finalement, ils doivent payer un brochet. C'est ça. Et parce que toi, tu n'as pas le choix que de le mettre plus cher en brochet. Oui. Donc, pour moi, c'est difficilement négociable maintenant. Oui. Et puis, comme dit même, maintenant, il y a des gens qui ne lisent qu'en numérique. Alors, il y en a d'autres qui ne lisent qu'en brochet, mais le qu'en numérique existe aussi de plus en plus. Hein. Oui, après, et puis l'avantage, c'est que quand tu es en auto, de toute façon, tu peux choisir de gagner la même chose sur l'un et sur l'autre. Oui, donc, dans tous les cas, pour toi, ça te change pas grand-chose. Oui, tout à fait. Bon, est-ce que tu es contente de ne pas avoir quitté le chat tout à l'heure quand tu as vu la gloire au mouton ? Est-ce que ça va ? Très peur, mais je me suis accrochée. Mais ça va, tu as survécu à cette petite heure d'interview ? Je suis toujours en vie. Magnifique. Enfin, c'était super intéressant, vraiment, on a parlé de tout, je trouvais ça trop bien. Ça t'a plu ? Ouais, c'était trop bien, très agréable. Tu reviendras ? Avec plaisir.